Voilà, maintenant c'est mon tour. Chers amis, au terme de 3 jours d'un congrès passionnant, nous voici riches d'échanges, d'idées nouvelles, prêts à conquérir le monde de l'éducation pour y imprimer notre marque de parents. Au terme de 6 années de présidence nationale de l'Appel, me voici renforcée par nos combats, prête pour de nouveaux projets, de nouveaux défis, et redoutant sans doute le saut dans l'inconnu qui m'attend. Me tournant vers vous tous, à cet instant, je lis sur vos visages un mot, un seul mot, confiance. Cette confiance est et a toujours été partagée pendant ces 6 années. Je mesure combien elle a marqué nos relations, nos travaux. Je sais les réalisations qu'elle a permises. Je sais aussi que sans elle, tout effort aurait été vain. Et en définitive, je réalise, au moment de transmettre à mon tour, que notre héritage sans partage, notre seule richesse, tient dans ce capital de confiance que vous avez déposé entre mes mains il y a 6 ans et qu'avec vous tous, je me suis efforcée de faire fructifier. Ouvrons ensemble la malle au trésor de l'Appel et voyons si nous y trouvons de nouvelles richesses. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais nous sommes aujourd'hui dans cette salle 944 000. Alors oui, vous pouvez vous tourner autour de vous, ça vous pose question. Eh bien, 944 000, c'est le nombre d'adhérents que nous sommes aujourd'hui à l'Appel. En 2012, quand j'ai démarré à Clermont-Ferrand, élu à Clermont-Ferrand, nous étions 844 000. Et cette différence, cette montée en puissance des adhérents à l'Appel, vous avez applaudi tout de suite, mais c'est à vous, c'est moi qui dois vous applaudir, parce que c'est notre travail commun, notre travail en collaboration, qui a permis aujourd'hui que nous soyons 944 000. Nous sommes la première association de parents d'élèves de France, et au-delà, nous sommes l'une des très très grandes associations de France. Ce bond en avant est le signe tangible du dynamisme de notre mouvement qui existe depuis 88 ans et qui vient de tenir son 20e congrès. Il est le résultat de milliers de rencontres en tout point du territoire, de centaines d'actions menées dans les établissements de l'enseignement catholique, rencontres et actions au goût de partage qui ont donné à des parents toujours plus nombreux l'envie de rejoindre l'Appel. Il n'a été possible que grâce à la confiance réciproque qui s'est renforcée entre les directeurs diocésains, les chefs d'établissement, les OGEC, le corps enseignant et les représentants des Appels. Il procède d'une reconnaissance et d'une estime mutuelle sans lesquelles nous n'existons pas et qui ont permis la rédaction de la charte éducative de confiance proposée en 2014 au Congrès de Strasbourg et soutenue par le SGEC. Élaborée par les représentants de toute la communauté éducative, elle doit être maintenant portée par tous ses membres et reconnue par tous les parents, afin de signifier que rien ne peut altérer ni briser le lien indispensable qui nous unit et inspire nos actions. Confiance. Comment sans elle aurions-nous traversé la mer déchaînée qui voulait nous emporter, secrétariat général de l'enseignement catholique et l'Appel, au vent mauvais de la réforme du collège. Il est temps ici de faire justice des accusations infondées dont nous avons fait l'objet et qui ont parfois blessé profondément des personnes. L'Appel, redisons-le, n'est l'ami d'aucun parti politique ni d'aucun ministre.
L'appel est un partenaire le plus loyal possible, souvent critique, toujours exigeant. L'honnêteté intellectuelle et la persistance de ses convictions amènent l'appel à reconnaître comme bons certains aspects d'une réforme quand elle les a appelés de ses vœux. En même temps, elle sait dire ce qu'elle n'approuve pas de cette réforme. Telle a été notre attitude à l'occasion de la réforme du collège et telle sera toujours sa ligne de conduite. Que ceux qui d'aventure rêveraient de la disparition de notre association presque centenaire ou aspireraient à en prendre les rênes pour agir autrement en soient persuadés, ils ne viendront pas à bout de sa volonté d'agir et de servir l'école, les parents et l'éducation des enfants et des jeunes de France. Nous sommes le souffle de la liberté. Cette confiance, nous avons régulièrement souhaité la créer avec les différents gouvernements et les équipes successives du ministère de l'Éducation nationale. Quel étonnement pour nous, dès lors, d'avoir vu apparaître, sous la plume du cabinet du précédent ministre, un projet de loi qui remettait en cause les conditions d'ouverture des établissements libres. Il était envisagé, rien de moins, que de substituer un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Ainsi, plusieurs centaines d'années d'existence, plusieurs dizaines d'années d'application loyale du contrat d'association avec l'État, la contribution de l'enseignement libre à la formation d'un jeune Français sur deux ne constituait pas une garantie suffisante pour que l'enseignement catholique continue à ouvrir librement ses établissements. L'Appel a pris l'initiative de ce combat. Elle savait qu'elle ne le mènerait pas seule, et c'est avec l'appui déterminé et sans faille du SGEC qu'elle a pu faire reconnaître l'inconstitutionnalité de ce projet. Disons-le tout net, l'ambition mal dissimulée de ce texte consistait à altérer le lien historique de confiance entre l'État et l'enseignement catholique, pour instaurer un régime de contrôle a priori, signe de défiance, et ce au motif d'un fanatisme religieux qui ne nous caractérise pas. Dans le prolongement de cette action commune, le SGEC a obtenu récemment, sur ce sujet capital, un texte d'équilibre, préservant le régime de la liberté de création des écoles et adaptant le régime du contrôle aux impératifs du temps présent. Si la confiance nous est accordée, tout devient possible. Vous avez entendu tout à l'heure le ministre, dans sa vidéo, promouvoir précisément l'école de la confiance. Prenons-le au mot, même si nous aurions préféré que, présent hier en Normandie, il gagne aujourd'hui la Bretagne pour nous rencontrer. Sa présence nous aurait été d'autant plus précieuse qu'à notre vif regret, aucun élu territorial, aucun représentant de l'éducation nationale n'est parmi nous aujourd'hui. Le thème du congrès leur aurait-il fait peur ? Nous ne pouvons pas un instant oublier ce slogan de l'enseignement catholique de Bretagne, « Mon école, une richesse pour ma commune ». Venons-en à l'actualité. Nous approuvons sans réserve le dédoublement des CP. Nous croyons à la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans, comme à la création d'un lien entre crèche et école, une idée défendue par l'Appel depuis plus de 10 ans. Nous sommes favorables à l'accompagnement aux devoirs au sein de l'établissement scolaire et nous renouvelons l'offre déjà faite plusieurs fois d'associer des parents à cette mission aux côtés des enseignants. Nous invitons
l'enseignement catholique a engagé la réflexion avec nous plus avant sur cette question. Nous sommes convaincus que la revalorisation de l'enseignement professionnel dans le cadre d'une réforme plus générale du lycée peut offrir une réelle chance à de nombreux jeunes d'entrer dans la vie professionnelle munis de diplômes reconnus. Pour prendre en compte cette préoccupation, l'appel conduit avec vigueur depuis plusieurs années l'action École et monde professionnel. Nous savons que l'outil numérique est incontournable et que nos enfants l'utilisent souvent mieux que nous. Il a sa valeur et son utilité, mais il ne saurait être, en dépit de son importance, le maître de la destinée humaine. Valoriser les humanités, dès lors, n'est pas en contradiction avec le déploiement du numérique. Nous soutiendrons toute démarche qui affirmera que l'élève est au centre de l'action éducative et qui affirmera résolument que toute science est au service de l'homme. Enfin, nous défendons une répartition équitable des moyens humains et technologiques entre les territoires, que les plus fragiles, les plus nombreux en élèves également, soient dotés en priorité. Il ne doit pas y avoir de fatalité de l'échec si l'on croit, comme l'a remarquablement souligné Monseigneur Dornelas en ouverture de ce congrès, que chaque enfant confié à l'école est magnifique. Que l'État dise clairement ses projets, qu'il affirme que l'éducation est une mission prioritaire de la nation, qu'il donne sans réserve sa confiance à tous ceux qui y participent loyalement, alors pourront s'édifier sur le socle du bien commun une école ouverte et rassurante, une République authentique, une France solidaire, généreuse et apaisée. Confiance à l'extérieur du mouvement, confiance aussi à l'intérieur de celui-ci. En tous les points du globe, l'appel est présente et je veux ici dire toute la place que les Outre-mer y tiennent. Ils sont représentés au sein du Bureau national. Ils contribuent à son rayonnement par la réalisation d'expériences innovantes et qui font la fierté de tous. Les rencontrer régulièrement pendant ces 6 années a été le prolongement d'une action de longue date de l'appel et a contribué à renforcer les liens qui nous unissent. Se rendre dans les territoires français les plus éloignés ne relève ni d'un exotisme éducatif, ni d'un tourisme présidentiel à bon compte. Il s'agit en réalité, comme l'appel en a la charge par son statut même au sein de l'enseignement catholique, de représenter tous les parents sans exclusive, et notamment ceux qui, éloignés géographiquement de la métropole, ont particulièrement besoin de rencontres avec ses responsables. Oui, les Outre-mer sont chers au cœur de l'appel. Oui, ils méritent estime et amitié. Oui, je suis fière, pendant 6 ans, d'avoir fait grandir entre nous la confiance. Il est d'autres personnes, je ne sais pas si c'est ma petite fille ou si c'est le tout petit bébé qui nous vient de l'Académie de Caen, mais en tout cas, voilà, on travaille pour les enfants et les enfants sont dans la salle également. Il est d'autres personnes au sein de l'appel qui la servent avec loyauté et compétence. Je veux parler ici de ces permanents. Grâce à eux, grâce à leur volonté d'adaptation, une organisation transversale des services a pu se mettre en place, gage d'une efficacité et d'une disponibilité accrue. De la même façon, avec leur concours inlassable, l'évolution du service info conseil aux familles et de la formation, la réflexion sur la prospective et la gouvernance du mouvement ont pu être engagées. Leur présence garantit que le travail sera poursuivi. Transmettre, c'est cela aussi, c'est permettre la pérennité des projets et leur réalisation.
Les élus, et le président en particulier, pour aujourd'hui la présidente, savent ce qu'ils doivent aux permanents. Je les en remercie. Ici encore, dans cette relation quotidienne, rien ne sera possible sans une confiance mutuelle. Dans la malle au trésor de l'appel se trouve donc, vous l'avez compris, un trésor de confiance, enrichi par les 6 années écoulées. On y trouve aussi les fruits du congrès que nous venons de vivre, autour de ce mot si simple d'apparence, mais si riche de sens, transmettre. Dans le choix de ce thème, certains ont sans doute vu le retour des fameuses valeurs du passé, rassurantes et pleines de certitudes, et la défense de la tradition par une association de parents d'élèves parfois suspectés de progressisme. Vision partielle de la transmission et vision complètement déformée de l'appel. Au fil de son histoire, le mouvement que nous servons n'a jamais renié ses racines. Il a toujours cherché à accueillir, fédérer et accompagner les parents de l'école libre tels qu'ils sont et quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et religieuses. De congrès en congrès, de publications en rencontres parents-école, de colloques en assemblée générale, l'appel enrichit et affirme ses convictions éducatives et les fait partager. Pour l'appel, transmettre se définit ainsi, faire comprendre à tous les acteurs de l'école libre comment celle-ci s'est construite et doit aujourd'hui continuer son édification pour contribuer à l'œuvre éducative de la nation en plaçant la personne de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte qui lui est confié au centre d'une communauté éducative qui se consacre à le faire grandir. Cette définition ne comporte ni nostalgie du passé, ni contemplation béate du présent. Elle traverse le temps avec jeunesse, car elle n'appartient à aucune époque, à aucun courant d'influence, à aucun groupe. Elle est attachée à la nature humaine, elle s'y réfère et la transcende tout à la fois. Elle ne s'oppose pas à l'instruction, mais l'englobe comme étant l'une de ses composantes. Permettez-moi de vous livrer ici quelques réflexions de Madame Dominique Ottavi, philosophe et professeur en sciences de l'éducation, j'allais dire sciences de l'éduc, c'est un peu à l'université de Nanterre. Je la cite. « Apprendre et transmettre ne devraient pas être opposés. Apprendre est une appropriation d'un savoir qui nous précède. Transmettre est l'action de partager ce que nous possédons. La transmission est bien davantage que la reproduction, la conservation des biens et des privilèges. D'une certaine manière, il ne peut pas y avoir que cette transmission. L'identité de la personne provient de cela, mais fait avec ou contre cette transmission, la remanie et son identité ne peut être identique à ce qui a précédé. L'être humain n'a jamais fini de se former, de remanier cet héritage culturel et mémorial qui le constitue. Vouloir s'en passer, en faire table rase, c'est renoncer à l'humanité. Je laisse à votre réflexion ces citations tirées de la revue Études de janvier 2018. Voici enfin le temps pour moi de transmettre un héritage plus personnel, celui de président de l'appel. Il tient en ses quelques convictions simples et fortes. Il n'y a pas de parents démissionnaires, mais seulement des parents désorientés. Chacun d'entre eux doit pouvoir trouver sa place dans une communauté éducative. École et parents doivent pouvoir contribuer en bonne intelligence et à égalité d'armes à leur mission éducative. L'appel affirme que tous les parents sont des parents de plein exercice. Ce sont ces convictions que pendant 6 ans, et avec vous, pour vous, j'ai voulu défendre.
C'est vous qui m'avez donné l'énergie nécessaire pour mener sans relâche ce combat pour une école libre et des parents libres, libres de leurs convictions et de leurs choix. À vous tous, et à Jean-François tout particulièrement, un vice-président et un ami irremplaçable. Je dis aujourd'hui toute ma gratitude pour nos rencontres, nos échanges et l'amitié qui nous lie. Merci Jean-François. Pendant les longues heures de liberté, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit longues heures, parce que n'étaient pas très longues mes heures de liberté, que m'ont laissé mes déplacements en voiture, vos visages à tous m'ont accompagné. Ils inspiraient ma réflexion et me redonnaient courage si nécessaire. Jamais je ne les oublierai, jamais je ne vous oublierai. Nous allons continuer à transmettre ensemble, grâce aux liens indéfectibles que nous avons tissés. Notre passion éducative, notre volonté de servir l'école et les parents de France, là où nous serons les uns et les autres. Et nous atteindrons, il est temps que je termine là, et nous atteindrons, nous qui sommes les premiers et ultimes éducateurs de nos enfants, l'inaccessible étoile chantée par Jacques Brel, celle de la communauté éducative d'une école librement choisie dans la famille et la société. Merci, merci beaucoup. Vous allez vous abîmer les mains. C'est très gentil. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. En même temps, vous nous remerciez, Jean-François et moi, mais c'est aussi toute une équipe. Nous n'étions pas seuls. Il y avait tout un bureau national. On n'a pas... Si on a pu avancer, si on a pu travailler, si on a pu faire des propositions, si on a pu agir, c'est bien parce qu'il y avait toute cette équipe d'élus et de permanents et que vous tous, vous étiez à nos côtés. On a pu travailler avec vous, on a pu travailler en confiance. Donc les remerciements vont à tout le monde.